Podcast. Un truc qui m'a intrigué récemment, si je puis me permettre, c'est ton départ de Twitter et ton retour sur Twitter, mais pas tout à fait un retour. Parce que si j'ai bien compris, t'es sur Twitter, mais t'es pas dessus. T'as bien compris, et peu importe dans quel sens tu le prends, je crois que c'est une erreur. Ah. De ma part. Oh. J'étais prêt à me battre, mais donc du coup, je t'écoute. Tu vois. Non, mais c'est un vieux débat que j'ai avec moi-même avec cet outil qu'est Twitter. Ouais. Mais où j'avais, depuis des années, mes tweets étaient effacés automatiquement au bout de... ça dépendait des mois, mais soit 7 jours, soit 30 jours. J'avais écrit un billet où je comparais Twitter au Café du Commerce. Et je disais, voilà, de la même manière que tu te souviens pas de tes conversations au Café du Commerce il y a quelques semaines, je vois pas pourquoi tu te souviendrais de mes tweets. Donc ça Ce qui est très juste. Non mais, ça avait été le premier sabordage. Le deuxième sabordage, c'était... pendant le confinement, je me suis amusé... évidemment, on a énormément utilisé Twitter. Je me suis amusé quand même à regarder les gens qui me suivaient. Je me suis rendu compte que sur 2000 et quelques followers, il y en avait 40% qui étaient soit des robots, soit des humains qui valaient probablement pas la peine de traîner derrière moi, quoi. Dans le métaverse. Visiblement perdu dans le métaverse, ces gens-là. Et donc, deuxième sabordage, je me suis séparé de ces 800 personnes-là avec tout un tas de scripts de spaghetti pour me retrouver avec 1200 et quelques followers. Et au printemps, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol, je claque la porte, je me barre, et j'ai complètement arrêté de tweeter. Quelques lecteurs, parce que j'en garde encore 3 ou 4, se sont émus de mon départ en se demandant pourquoi soudainement mon compte était silencieux. En mode, est-ce que t'es mort ? Une question légitime. Non, je suis pas mort. La preuve, j'en Annuler la fête, il n'est pas mort. c'est pour citer le cœur à ses raisons, je précise. Il y avait un peu de ça quand même. Voilà. Et donc j'ai remis ce que j'avais mis en place il y a quelques temps, qui était une espèce d'automatisation à partir de mes flux RSS. Donc quand je publie un billet sur mon blog, quand je publie un article sur MacG, bien comme ça, 3 ou 4 cas, IFTTT publie un tweet automatiquement. Okay. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce que c'est moi qui suis devenu un robot. Et d'ailleurs, ce qui est fantastique, c'est que des gens n'ont pas compris que j'étais parti de Twitter et donc répondent à mes tweets. Forcément. Mais en même temps, d'un point de vue santé mentale, c'est magnifique parce que y a moins de context switching, parce que du coup, t'as pas envie d'aller sur Twitter parce que t'as pas de compte. T'es pas exposé aux contenus les plus toxiques du web, parce que c'est ça aussi Twitter. Et j'y ai pas énormément perdu en veille. J'ai fait un billet sur ma veille RSS et comment je l'ai un peu refaite. Parce que voilà, j'ai une veille RSS et une veille mail qui est extraordinairement robuste. Et puis par ailleurs, les vraies informations ont ce site fantastique qu'elles finissent toujours par t'arriver. Et donc un tweet qui est vraiment intéressant, ça finit par devenir un billet de blog ou un article chez quelqu'un, et donc ça finit par tomber dans mes mails ou dans mes flux RSS. Ça, c'est pour la rationalisation. Pourquoi c'est une erreur, tu penses ? Qui marche, qui est cohérente. C'est une erreur parce que tout le monde est sur Twitter. Et moi pas. Du coup, c'est quoi ? C'est la FOMO ? Non. Le problème que ça pose que tout le monde soit sur Twitter et pas moi, c'est que j'ai une production, mais que j'en retire pas les fruits. Pire, j'ai une production que d'autres reprennent, que ce soit des idées dans mes articles, ou que ce soit des bouts de code dans mon blog, ou des concepts sur mon blog. Ils disent à leur public, regardez ce que j'ai fait, sans forcément me citer, ou même en me citant parfois, mais j'en retire pas les fruits. Et donc cette vieille phrase, le travail paie, elle est complètement conne. Oui, je confirme, le travail ne paie pas du tout. Ce qui paie, c'est de le dire que tu travailles. Voire de le dire et pas de travailler. Je préfère quand même le dire en ayant travaillé. Et c'est quand même un tantinet frustrant pour un type qui en plus produit pas de matériel, quoi. Je produis que de l'immatériel. Et donc tu peux pas toucher 95% de ma production. Donc si j'en fais pas la communication, quelque part c'est comme si j'avais rien fait, quoi. Et je crois même qu'il faut aller plus loin. C'est quand je dis le travail paie, mais enfin une partie du boulot, c'est de communiquer sur ton boulot. Et en refusant de communiquer sur mon boulot, je fais pas le travail. Je fais pas le job, quoi. Donc je sais pas comment revenir sur Twitter pour éviter le context switching, pour éviter l'exposition au contenu toxique, mais il va falloir que j'y revienne. C'est certain. Je m'attendais pas à ça. Enfin, celui qui parle plus fort, il est plus écouté que celui qui parle plus juste.
Sauf Oui, que ça c'est vrai. Sauf que je parle pas du tout. Mm. Donc forcément, je peux pas me plaindre de pas être écouté si je parle pas. C'est vrai aussi, effectivement. Mais en fait, la reconnaissance que tu pourrais avoir de ton travail, okay, j'en vois plusieurs parce que tu as plusieurs travaux. Enfin, tu fais plusieurs travaux, tu œuvres dans différentes directions. La première, c'est évidemment l'écriture. Et ça, pour le coup, c'est couvert parce que dès que tu as un nouvel article qui sort, ça arrive sur Twitter et les gens le voient. Donc ça, pour le coup, je vois une... Même s'il y a peut-être après il y a des interactions qui t'échappent, au moins il y a une visibilité. La visibilité du tweet automatique, elle est beaucoup plus faible que la visibilité d'un tweet fait à la main, roulé sous les aisselles, c'est sûr. J'ai les chiffres pour le prouver, parce que c'est peut-être les seuls chiffres que je regarde, c'est ceux de la console de Twitter, parce que je les trouve fascinants. Ah, ok. Mais à l'inverse, tu as aussi un travail de développeur, ou si on prenait la métaphore physique, concrète, tu serais un libraire qui écrit ses propres livres. Aussi. Et quand tu refais la devanture, il y aurait personne qui... Ouais, d'accord, ce serait... C'est comme si tu partais du magasin une fois que la devanture est faite, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Oui, ça a du sens. Ok. J'ai un peu le même problème avec la musique. Dans le sens où... Enfin, un peu, je dis précise, parce que j'ai pas trop d'ambition en particulier avec ça, mais même... Je pense que c'est même pas une question d'ambition, c'est une question effectivement de plus du domaine de la justice et du légitime. Que quand tu fais quelque chose, l'acte de création implique que ce soit mis dans le monde d'une certaine manière. Il faut pas que ce soit... si c'est pas mis dans le monde, si ça reste avec toi, c'est pas une vraie création dans un sens. Ou pas suffisante. Incomplète, quoi. Non, mais il y a une maïotique de la création, quoi. J'avais parlé d'accouchement pour un des bouquins, parce que c'est un bouquin qui m'avait envoyé à l'hôpital. Et il y a de ça, quoi. On met au monde. Et ça implique qu'il y ait du monde, quoi. Mais c'est ça, pour mettre au monde, il faut qu'il y ait du monde. Ouais. Et si tu refuses quelque part d'être dans le monde, oui, c'est pas... Enfin, c'est la vieille phrase stupide. Si personne n'est là pour entendre un arbre tomber, est-ce qu'il est vraiment tombé, quoi? Je crois que Hegel vient d'entrer dans le chat. Et c'est incroyablement frustrant parce que, évidemment que c'est un excellent outil de communication, mais c'est un trop excellent outil de communication, et donc c'est un outil de communication utilisé par l'élite de l'humanité. Et les outils que je veux utiliser pour communiquer, les leviers sur lesquels je veux agir, c'est les leviers que je veux bloquer pour pas voir la communication de l'élite de l'humanité. Ça m'intéresse parce que, je vois Instagram, tu parles de Reddit dans les notes aussi, mais Instagram, pour moi, me plaît beaucoup parce que j'ai réussi à... Enfin, encore que l'algorithme est un peu con quand même, parce que tu lui dis que tu veux pas voir certaines choses, il te les propose quand même au bout d'un certain temps, il tente à chaque fois sa chance, ça c'est un peu usant. Mais globalement, je suis assez content de ce que je vois sur Instagram, des injonctions à acheter en général, ça me plaît beaucoup. Et sur Twitter, c'est un peu pareil. Dès qu'il y a un mot-clé qui m'ennuie, je le masque et c'est réglé, quoi. Oui, mais j'ai pas envie d'être opérateur de la machine. Je vois des collègues avec des centaines de fils sur Twitter, mais enfin, autant pas utiliser Twitter, quoi, à ce compte-là. Si tu utilises un client tiers, pas le client Twitter, ouais. c'est déjà mieux parce que t'as pas la pub, t'as un peu plus le contrôle sur les retweets, les choses comme ça. C'est ce que je fais effectivement. Mais le souci, je l'ai encore vu ce matin parce que je suis allé me réabonner à quelques comptes pour voir ce que ça donnait, et tu suis des personnes que t'apprécies, 10 minutes plus tard, t'as le pire de l'information française. Ouais. Mais putain, mais je m'en tape. Moi, je veux te suivre toi. Je veux pas suivre tes 500 retweets de merde, quoi. J'ai eu le même problème, effectivement. Et c'est pour ça que j'aime bien IG ou Reddit. Alors, IG, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a les Reels, il y a tout ça. Enfin, c'est un vrai bordel, mais c'est déjà plus facile de dire. Enfin, sur Instagram, je suis que des gens avec des stylos-plumes, quoi. Je scrolle dans Instagram, il y a 20 stylo-plumes qui passent, c'est très coloré, c'est vachement bien. Et Reddit, c'est pareil, quoi. Reddit, je suis abonné à un truc de stylo-plume, un truc de clavier mécanique, et je vois que ça. Ouais. C'est des réseaux sociaux où j'y vais quand j'ai envie de passer 5 minutes de plaisir, quoi. Twitter, c'est le réseau social où tu te connectes quand t'as envie de te suicider, quoi. Enfin, c'est la guerre en permanence, Twitter, c'est vrai. Ouais. Mais surtout quand je vais sur le site Twitter, parfois j'ai besoin d'y aller parce que certaines notifications n'apparaissent pas sur les clients tiers et du coup je suis obligé de faire l'aller-retour de temps en temps. Et c'est quand même c'est la cour des miracles, quoi. Donc c'est ultra frustrant et ça m'embête au bout de 6 mois de dire que ma décision est pas la bonne, mais ma décision est pas la bonne. C'est un constat d'échec. Le retrait quelque part est pas suffisant parce que ça n'empêche pas les gens de t'envoyer des captures de tweets par message. Bonjour Philippe si tu nous écoutes.
Mais quelque part, c'est une solution qui est pire que le problème, quoi. Parce que du coup, tu te coupes de tout moyen de communication et donc ton travail devient encore moins pertinent. Bah, en tout cas, j'ai hâte de te revoir sur Twitter pour t'envoyer à nouveau plein de... C'est désespérant. Ouais, je comprends. Un peu comme Rings of Power. Pardon. Oh... D'habitude, sur les notes de préparation pour les épisodes, je mets toujours un petit paragraphe sur ce que j'ai pensé de telle ou telle chose que j'ai vu, écouté, lu, peu importe. Là, je sais pas par où commencer. Donc, j'ai juste mis que j'ai commencé Rings of Power et c'est tout, quoi. En fait, je pense enfin, j'ai deux attitudes qui combattent en permanence dès que je mets un épisode, pensant qu'il y en a que 3, mais voilà. La première, c'est forcément on regarde des bouquins, enfin, de ce qui... C'est une période qui est pas trop explicite, pas trop explicitée dans les bouquins. Donc ça justifie pas mal de changements de scénario, pourquoi pas. Mais quand tu te bases sur les bouquins et l'univers des films, bien entendu, qui a quand même créé un précédent difficile à dépasser, ben, c'est dur de trouver des choses positives. Pour moi, en tout cas. Et quand j'essaye justement de me dire, bah non, voilà, prendre un peu de distance, c'est quand même une nouvelle série, quasiment 20 ans après les films, enfin, on a ça se base sur des annexes, des appendices, des choses quand même où Tolkien lui-même se contredit un petit peu, ça, donc bon, on peut leur laisser un peu leur chance. Mais c'est vite ce sentiment enfin, cette volonté de laisser une chance au show est vite contredite par une irritation singulière. Du coup, non, en fait, sincèrement, je pense que ce sera un bon truc de fantasy, genre La Roue du Temps, tout ça, mais c'est pas... Enfin, je parle pour moi, il faut que je me détache de Tolkien, en fait. C'est un show de fantasy, c'est une série comme ça sympa, avec des trucs, mais c'est pas Tolkien, quoi. Est-ce que tu penses que c'est un peu le même problème qu'avec ce que Disney est en train de faire de Star Wars? Ou quelque part, pour apprécier le Mandalorian ou les trucs comme ça, il faut se détacher de Star Wars et dire, bah je regarde un cow-boy spatial, quoi. Ouais, je comprends très bien ce que les fans de la première heure de Star Wars ont ressenti avec les nouveaux épisodes et les séries tirées de ça, ouais. Mais parce que quelque part, si t'extrais le fait que c'est Star Wars, ouais. Ça se regarde. Et ça se regarde même plutôt bien, quoi. Plutôt bien, ah, tout à fait, oui. Et je pense que c'est pareil avec ça. Enfin, alors, évidemment, après, il y a plein de choses qui, je pense, de manière inhérente à la série sont maladroites ou mal tournées, ou ceci, cela. Bon, c'est la première saison aussi, donc on peut leur laisser un peu de latitude, évidemment. Première saison qui coûte quand même 1 milliard. C'est un gros morceau, en plus. C'est un gros morceau, ça c'est clair et net. Mais il y a des erreurs bêtes, c'est ça qui m'ennuie. Et il y a des... sur les costumes, par exemple, enfin, plein de petits trucs... Mais en vrai, je pense que la saison 2, la saison 3, ça seront de mieux en mieux. Et je pense que au fur et à mesure, déjà parce qu'on va s'habituer, parce qu'on s'habitue à tout, même au mauvais goût. Et ensuite parce qu'ils vont roder leur machine, tu vois. Et là, il y a quand même une pression de malade sur leurs épaules aussi. Enfin, faut dire ce qui est, c'est que on n'a pas eu de nouveau contenu sur le Seigneur des Anneaux depuis très longtemps. Le Hobbit, c'était quand même voilà. Donc, enfin, ils ont beaucoup à faire. Et j'imagine que ça s'arrangera avec le temps. J'ai regardé les premiers épisodes de... J'ai perdu le nom de la série. House of the Games of the Thrones of the Dragons. Un truc comme ça. Et il y a un côté, oui, enfin, ils sont en train de refaire Game of Thrones. C'est fascinant. Et où quelque part, je trouve presque enthousiasmant que Rings of Power, il y ait une espèce de décalage. Parce qu'au moins, il y a la possibilité de quelque chose de différent et de nouveau. Et donc... Ouais. Potentiellement de mieux. Tu grimaces, mais oui. non, mais c'est vrai, potentiellement. Non, c'est vrai, tu as raison. Alors que là, je suis pas... Oui. Il y a vraiment un côté... Enfin, dès le premier épisode, il y a tout, quoi. Il y a... le générique, rien que ça. Il y a des dragons, il y a une blonde, il y a une femme qui meurt en couche avec du sang partout, c'est dégueulasse. Enfin, il y a évidemment du cul. Enfin, voilà, Game of Thrones, la première saison, elle est toute condensée en un épisode, sauf que c'est censé être une préquelle, quoi. Il y a un côté... Oui, non. C'est très intéressant, ça, parce que, enfin, on parlait il y a quelques épisodes de la prise de risque et sortir de la zone de confort, tout ça, et que, justement, la culture aujourd'hui souffrait d'une culture de remake, de, justement, pas de risque. Et autant les remakes il y a 30, 40 ans, tu vois, La Petite Sirène qui est... Bon, voilà, pourquoi pas, tu vois, mais... ou La Belle et la Bête, enfin tous ces films qui sont qui se passent de dessins animés en live action, ouais.
c'est pas ouf créativement, mais bon, c'est vieux, pourquoi pas. Là, c'est quand même très récent, Game of Thrones. Et du coup, le remake est... Je sais pas si ça... Bah, et puis c'est pas vendu comme un remake. Oui, pardon, oui, c'est vrai. Mais le fait que tu es jusqu'au même générique, moi je trouve ça assez intéressant. Enfin, c'est marrant, quoi. Ouais. Donc, enfin, j'ai pas encore regardé Rings of Power, je me réserve pour quand tout sera là, pour pouvoir tout bouffer d'un coup. C'est une bonne idée. C'est de longs épisodes quand même, c'est plus d'1 heure à chaque fois. Oui, mais pourquoi pas. Non, c'est juste pour te prévenir. Après tout, on s'est fait des nuits, Le Seigneur des Anneaux, on peut se faire une nuit Rings of Power, quoi. Techniquement, effectivement, vu la durée des versions longues, oui. J'ai aussi regardé, dans un tout autre genre, Rick et Morty, la saison 5, et Only Murders in the Building, la saison 2. Je les mets ensemble parce qu'elles m'ont fait le même effet. C'est décousu d'une manière qui me donne l'impression que les premiers épisodes ont été réalisés avant que la fin de la saison soit écrite. Ah, je vois très bien. Et où ça reste... ça se regarde, hein. Notamment Only Murders in the Building, je trouve ça... Enfin, c'est un triomphe de série méta, ça a des choses à dire sur le podcasting et la fan culture et le true crime et tout ça. Et ça pourrait être une série Apple TV parce qu'il y a des iPhones et des MacBooks partout. Je suis surpris que ce soit pas Apple qui produise. Mais je suis vraiment curieux de savoir dans quelles conditions tout ça a été conçu. Parce que il y a des morceaux d'intrigue qui sont lancés, qui sont jamais résolus. Il y a des objets ou des phrases qui apparaissent et qui sont jamais utilisés. Enfin, t'as l'impression qu'il y a 3 épisodes qui ont été écrits et puis 6 mois ont passé. Et c'est une autre équipe qui a repris. Et ça se tient à la fin. Et puis c'est assez satisfaisant, quoi. Mais oui, il y a un peu... Enfin, c'est un peu comme ma coupe de cheveux, quoi. Il y a... Ça va faire quelque chose. Une certaine cohérence qui manque, peut-être. Ouais. Ok. Écoutez. Eh ben, j'ai écouté le nouveau Muse. Et j'ai regretté mon écoute. Autant enfin, les derniers albums, on sait que depuis Black Rose and Revelations, ils ont rien fait de bien, mais il y avait quand même quelques titres à sauver. Autant là, je crois que tout l'album est acheté. Donc, bah écoute, tant pis. Et on a déjà eu de bons albums, on peut s'estimer heureux. Voilà. Finissons l'histoire ici. Ce que les gens qui nous écoutent ne savent pas, c'est que une des premières disputes de notre amitié, c'est Muse. Suivi de très près par Coldplay. Coldplay, ouais. Et t'entendre dire du mal de Muse, moi je trouve ça fantastique. Franchement, c'est dur de dire du bien du dernier Muse. Ça aura pris 18 ans, mais c'est fantastique. Mais je t'emmerde. Et du coup, j'ai beaucoup écouté de singles, parce qu'il y a beaucoup de singles qui sortent. Donc il y avait... hier ou avant-hier, il y a le nouveau Biolay qui est sorti, et je me prends de passion pour Biolay, alors que... Bon, enfin, ça commence déjà assez moussé, donc ça va. Je suis rassuré sur ma capacité à tolérer la chanson française. Et... en vrai, les singles étaient bien, l'album, je réserve mon jugement pour le prochain épisode. Le nouveau M.I.A. qui est rigolo, le nouveau Mylène Farmer parce que forcément Mylène Farmer. Le nouveau Roy Xop parce qu'ils ont fait donc Profound Mysteries le 1, et donc en fait il y a le 2 qui a suivi, et là il y a le 3 qui arrive. Donc un grand hiatus musical pour eux, mais derrière une production effrénée, donc c'est très intéressant. Évidemment, le dernier single que j'ai écouté, c'est celui de Björk, qui s'appelle Atopos, il me semble. Et écoute, que j'apprends à aimer. C'est parce que on peut pas dire que ce soit une musique directement sympathique. Hein, écoute, pour la non mais toi tu viens du jazz, donc forcément, bah oui. Oui, mais alors moi qui suis pas fan de Björk depuis que j'étais gamin, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai le souvenir de Björk quand j'étais gamin sur la télé. On avait une télé 56 cm cathodique où les clips faisaient peur, quoi. et là, bizarrement, ce single me... Pourquoi pas? C'est intéressant, hein? Et les clarinettes. Je pense que c'est les clarinettes. Je sais, il y a un truc. Je sais pas quoi, mais il y a un truc. Non, elle est vraiment très forte. Ouais, j'attends l'album et puis on en parlera plus longuement, je pense. Je pense qu'il va falloir, ouais. Et d'ailleurs, à propos de Björk, elle a débuté en même temps que la sortie enfin, concomitamment à la sortie des singles qui préparent l'album, elle a débuté une série de podcasts qui s'appelle Sonic Symbolism, ou dit à l'islandaise Sonic Symbolism. Et c'est coproduit par MailChimp. J'ignorais complètement qui s'intéressait à... Oui, voilà, c'est comme quoi, voilà.
Et donc chaque épisode reprend un des albums de Björk. Donc pour l'instant, il y en a 4, il me semble. Donc les 4 premiers. Si on a la patience, c'est vraiment chouette à écouter, quoi. C'est tout son itinéraire et toute l'explication. Parce que, enfin, c'est quand même une artiste assez opaque. Je veux dire, il faut rentrer dans le monde. Il y a tout un... C'est jamais illogique ce qu'elle fait. Mais c'est une logique quand même spécifique. Les explications sont parfois tirées par les cheveux. Un tantinet. Il faut rentrer dans l'univers, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut rentrer dans l'univers, c'est ça. Un peu comme une gamme musicale qu'on n'utilise pas souvent. Tu vois, genre un truc ionien, tu vois, t'es pas un peu genre c'est des notes, ok, mais genre quoi. Et donc une fois que t'es habitué, ça va mieux. Là, c'est pareil. Et cette série aide beaucoup à justement se pénétrer un peu de l'intention derrière, de pourquoi ceci, pourquoi cela. Enfin, tous les choix ont une raison, quasiment tous. Et on comprend un petit peu mieux l'intention derrière tout ça. Donc c'est très chouette. Et toi ? Anthony découvre la musique électro épisode 4. En fait, la musique ambiante, c'est pas mal pour écrire. L'ambiance, le lo-fi, le truc comme ça. Et je crois avoir compris pourquoi j'avais de plus en plus de mal à écouter de jazz en travaillant, et pourquoi probablement j'ai du mal avec l'électro, genre la techno, des trucs comme ça, qui ont vraiment un rythme très marqué. Mais où en fait, quand il y a un morceau de jazz qui a du rythme et qui me plaît, j'arrête d'écrire. Le premier symptôme, c'est que ma frappe se cale sur le rythme du morceau. Et puis ensuite, j'arrête d'écrire. Et j'écoute. Et c'est très dérangeant. Alors que là, les trucs un peu ambiantes, un peu lo-fi, un peu beatless, il y a un côté... c'est comme si tu prenais le son d'ambiance, soit quand je suis au bureau, il y a la sortie de l'école, t'entends les gamins très loin, il y a le bruit des voitures, machin truc muche, mais mélodieux. C'est vrai, ouais. Et en hauteur. Tu vois, alors que le bruit de la rue, il est très unidimensionnel, quoi. Et là, du coup, il y a de la hauteur. Et donc, voilà, t'es dans ton truc, là. Et puis, il n'y a pas de rythme pour faire changer le rythme de mes doigts, quoi. Je trouve ça assez fun. Le seul problème que j'ai, c'est que je suis absolument capable de te dire ce que j'ai écouté. Ah oui, ça, c'est un problème. Enfin, pas ton problème. C'est un problème de cette musique-là. C'est comme les playlists de piano, chill piano, lullaby, whatever, enfin voilà. En fait, il y avait un article fascinant que je t'enverrai si tu veux, sur comment un duo de musiciens a créé quasiment une centaine d'artistes différents sur Spotify, qui font tous le même style de musique, mais en gros qui intègrent toutes les playlists d'une manière ou d'une autre, et donc ils ont chaque artiste fictif, comme ça du coup, a un succès plus ou moins grand, mais... voilà, je trouvais ça très intéressant que une grande partie, un peu comme tu disais sur les robots de Twitter, il y a une partie presque robotique de création musicale sur des styles prédéfinis qui servent justement à vider un peu la tête, ou en tout cas à l'occuper suffisamment pendant qu'on fait une autre chose. Oui, parce qu'il y a un côté... tu sais, c'est comme les machines pour s'endormir, là, qui balancent du bruit blanc. C'est du bruit blanc, mais mélodique, quoi. C'est ça. Et donc, ça se prête formidablement à une approche générative, quoi. Exactement. Ça a commencé sur des playlists YouTube avec le The Lofi Girl et ça finit en playlist. Il y a ça, mais il y a aussi un problème d'interface dans Apple Music. Quand Apple Music est évidemment à l'arrière-plan, tu vois rien. Et il n'y a pas d'historique. Non, ça c'est vrai, c'est naze. Il n'y a pas une page où il y a genre je sais pas, même les 200 derniers morceaux que t'as écoutés, quoi, et où tu pourrais justement revenir, surtout quand tu écoutes des playlists. Alors c'est vrai que les playlists, tu peux revenir dessus, mais par exemple quand tu utilises Genius ou les stations, là, quand tu pars d'un morceau et que tu dis créer une station, t'as pas d'historique. Non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, t'as un faible historique, parce que tu l'as dans la liste de lecture, mais tu peux pas remonter infiniment, quoi. C'est ça. Et c'est très même de là, c'est difficile de lire dessus, enfin c'est pas ouf, quoi. C'est vrai que l'historique sur Spotify est bien mieux à ce niveau-là. Un truc que je sais que j'ai écouté, par contre, c'est Morning Raga, pour le coup c'est du jazz, mais du jazz bizarre, je vais bouffer son nom, mais c'est Simon Basil, un truc comme ça. Simone Basile. Tout est dans la description. Et c'est assez incroyable. C'est un petit triomphe, quoi. Et où il y a un côté... Enfin, ça porte bien son nom, Morning Raga. Il y a une très vague inspiration de la musique indienne. Il y a un petit côté troisième période de Coltrane et un tout petit côté Ravi Shankar. C'est... ça me plaît. De toute façon que tu parles de café, je comprends rien ce que tu dis. Pas grave. Si tu crois que je savais de quoi tu parles quand tu parlais de... C'est quoi, MIA, c'est ça? Quand même. De quoi tu parles? Non, c'est vrai qu'elle a fait un duo avec Madonna, donc en même temps, pas tant de là, oui. Non, mais elle est assez indé, comme fille, tu devrais écouter. Ouais. Lire, alors?
Ah bah Arnaud n'a pas beaucoup lu comme d'habitude parce que c'est un flemmard, mais il a lu quand même une chose qui s'appelle, avec un très bon accent, Chesterton's Fence, A Lesson in Second Order Thinking, sur le site Farnham Street. C'est un site pour les gens qui ont un gros cerveau, ça. Ouais, donc j'ai compris la moitié des mots à peu près, et je suis assez content de ma performance. Mais alors, bon, déjà, c'est toujours un plaisir de relire Chesterton, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le principe de Chesterton là-dessus, c'est donc en paraphrasant très grossièrement, t'as un type de réformiste assez aigu qui va réagir de manière destructive à tout ce qui est barrière. Par exemple, il prend la métaphore d'une barrière dans un champ et le réformiste passe et te dit bah voilà, cette barrière devrait pas être là, on va faire dégager la vue, nanana. Et en fait, à quoi l'auteur répondrait bah non. Réfléchissez d'abord à ce pourquoi cette barrière existe et ensuite vous pourrez peut-être la détruire en fonction de ce qui a motivé sa création. J'aime assez les développements qu'ils font sur le site, justement sur les habitudes qu'on prend. Donc de mon côté par exemple, je suis d'un tempérament qui s'enflamme assez vite et je peux prendre des décisions qui sont hâtives et au final qui vont juste aggraver le problème. Et le second order thinking, c'est cette réflexion sur non seulement les conséquences à court terme, donc les premières conséquences, le first order si on veut, le first level, et ensuite les conséquences qui en découlent encore une fois. Et c'est ça qui distingue en gros la pensée vraiment, on va dire, efficace et clairvoyante, quoi. Alors évidemment c'est très dur à mettre en place, évidemment j'y suis pas du tout, mais ça m'a aussi rappelé ce que disait Arendt sur l'action dans la condition de l'homme moderne, sur les conséquences qui nous dépassent dans les actions qu'on fait, et conséquences qui sont d'ailleurs souvent mauvaises sans qu'on puisse rien y faire, ni même les prévoir, quoi. Il va évidemment sans dire que Farnham Street a été créé par un ancien salarié d'une agence américaine à 3 lettres, qui est évidemment un mec affreusement conservateur, et que tout ça est évidemment un truc d'affreux conservateur, la barrière de Chesterton. Il y a une barrière, revenons plus tard. Bah tiens. Je suis convaincu que notre époque a très allègrement jeté le bébé et l'eau du bain. Et mais ce sera l'objet d'un autre podcast. Tu veux pas la repeindre, la barrière, pendant que tu y es? Putain, je vous jure. Mais bien sûr. Allons-y. Non, mais oui, en même temps, c'est pas c'est un device qui est pas complètement inutile. Enfin, comme tu dis, quoi, quand tu parles des habitudes, de se demander pourquoi on a développé cette habitude. Ouais. Même si c'est juste pour finir par se dire par facilité ou sans forcément m'en rendre compte. Mais parfois ça peut dire, enfin quand on discutait, j'allais essayer de trouver un épisode, mais quand on discute dans tous les épisodes des outils et du rapport à l'outil, enfin se demander pourquoi on utilise un outil d'une certaine manière, à la fin ça permet d'interroger la nature même de l'outil. C'est vrai. Et donc s'arrêter 2 minutes avant de sauter la barrière ou de la détruire, oui, c'est pas complètement inutile. J'ai moins lu que d'habitude parce que j'écris, même réponse qu'il y a 15 jours. J'ai quand même trouvé le temps de finir Pourquoi lire les classiques de Calvino, que j'ai relu, je ne l'avais pas lu depuis la prépa. Très bien. Et qui est une série de petites, une compilation de petits articles de Calvino sur tout un tas de bouquins qu'il considère comme étant des classiques, même si je ne suis pas sûr que tous les lecteurs français considéreraient tous les titres cités par Calvino comme des classiques. Ce qui m'a permis de réinterroger les notions de classique, qui est un de mes dadas favoris. Et puis j'aime bien ces petits bouquins qu'on peut picorer. Là, ça m'a pris peut-être 1 mois ou 1 mois et demi. Et puis Calvino écrit quand même super bien, quoi. Donc c'est toujours très très plaisant. Et puis je me suis rendu compte qu'en août, en fait, j'ai lu que des livres numériques. Et donc le dernier livre numérique que j'ai lu en août, que j'ai fini tout début septembre, c'était Ariadne de Jennifer Sain, qui est donc sur Ariane, la mythique Ariane, qui est une espèce de
réappropriation ou une espèce de retelling, comme ils disent, réinterprétation du mythe d'Ariane, qui est censé être une réinterprétation féministe. Sauf que c'est difficile de faire ça avec la mythologie grecque, puisqu'à la fin, c'est toujours les filles qui s'en prennent plein la gueule chez les Grecs. Elles sont aussi pas mal, enfin, genre Antigone, il y a des rôles quand même. Oui, mais enfin, ce que j'écrivais, je trouve que la phrase n'est pas tout à fait mal écrite. Tandis que les hommes grecs meurent de morts héroïques, leurs épouses vivent des vies tragiques. Lorsque les femmes grecques meurent de morts tragiques, leurs époux vivent des vies héroïques. Bah, c'est une bonne parité. Et là, si tu veux, elle aurait pu choisir, quoi, quitte à s'éloigner du mythe, elle aurait pu complètement s'éloigner du mythe et vraiment faire une autre Ariane, quoi. Et là, non, elle s'en écarte sur des points qui sont finalement assez peu conséquents, et elle colle au mythe sur les points qui sont les moins féministes, quoi, ou féministes du point de vue moderne de la chose. Et donc au final, Ariane, elle s'en prend plein la gueule, quoi. Après, c'est pas mal écrit du tout, quoi. Donc c'est un peu frustrant, parce que tu dis, là, je vois ce que tu as essayé de faire syntaxiquement, là, je vois le côté, tu sais que tu sais écrire, mais enfin, t'écris quand même un peu de la merde. Est-ce que c'est une autrice connue ? C'est son premier bouquin, et elle en a écrit un ou deux autres depuis un, c'est sûr, et où c'est le même ressort. C'est je reprends un mythe grec et je le refais à ma sauce. Intéressant. Et en fait, c'est un des premiers, si ce n'est le premier, qui a ouvert tout un genre, et où maintenant, si tu vas en librairie, t'as presque un rayon complet de réinterprétation des mythes antiques. Ils ont d'ailleurs tous la même couverture, ces bouquins. Et je crois qu'ils sont à peu près tous interchangeables. Enfin, c'est vraiment un mouvement, c'est devenu un mouvement littéraire, quoi. Ah, c'est intéressant, ça. D'accord. Encore les remakes. C'est le truc. Franchement, c'est vraiment naze comme remarque, parce que ça détruit tout le truc. C'est pas très gentil. Écoute, si on parle d'achat, parce que je suppose que je sens que tu as envie de parler d'achat. C'est la prochaine rubrique. Toujours. Bah, Arnaud est fauché, donc Arnaud n'a rien acheté. Je sais, c'est difficile à croire. Mais il hésite vraiment sur l'iPhone 14 Pro, par contre. Mais voilà, c'est autre chose. Ce que je te propose, c'est qu'on utilise la rubrique acheter pour en fait parler du sujet principal. Les gens qui nous écoutent ne seront absolument pas surpris d'apprendre qu'on compte parler du spécial event du 7 septembre. Il y a eu un spécial event de cet été, bien sûr. D'abord parce que je t'ai pris au piège dans les notes. J'ai marqué MacBook Air M2 et tu as répondu KWAAAA. Ce qui m'a beaucoup étonné. Je n'ai pas acheté de MacBook Air M2. Oh, tu m'as trické. Tu as menti. Il se trouve qu'on a un MacBook Air M2 à la rédaction et donc que je l'utilise en ce moment pour faire les captures pour le livre sur Ventura qui sortira comme Ventura au mois d'octobre. Et je vois comment je pourrais acheter cette machine si j'avais pas la machine qui est chez MacG. Parce que quelque part, elle satisfait quelque chose en moi, tu vois, elle satisfait cette pulsion primale d'achat. Non, c'est une excellente machine. Paradoxalement, la Touch Bar, la machine que j'utilisais avant pour les bouquins, c'était un MacBook Pro 15 pouces à Touch Bar. Paradoxalement, la Touch Bar me manque beaucoup. Vraiment ? Oui, parce qu'en fait, pour les livres, je m'en sers tout le temps. Ah merde. Pour prendre des captures d'écran, arrêter des captures vidéo, partager des fichiers avec AirDrop, il n'y a rien de plus rapide que la Touch Bar. Et être obligé de repasser... Ah, t'étais la seule personne en France qui l'utilisait, du coup c'était toi. Dans le monde, tu veux dire. Je voulais pas être méchant à ce point-là. Mais ouais, ok. Mais c'est une machine qui est incroyablement plaisante, qui est toute légère. Alors, toutes les remarques qu'on avait eues, il y a quelques épisodes sur le design un peu conservateur, sur le côté... le MacBook Air a perdu un peu du MacBook Air, quoi. C'est une espèce de MacBook Pro plus léger. Tout ça, ça reste valable. Mais le côté, j'ai la puissance d'un M2. Ouais. Et j'arrive pas à en voir le bout. Pas de ventilo. L'autre jour, j'ai fait quasiment 200 captures, donc captures et vidéos de Safari dans mon canapé. Donc déjà, ce qui est génial. Sans que la machine chauffe. Alors qu'il faisait 35 dehors. Ouais. Et surtout, j'ai à peine bouffé plus de 10% de la batterie. Ça, c'est complètement dingue. C'est vrai que je suis passé sur un M1 aussi pour le boulot, là. Peut-être que je radote, là, pour le coup, je sais pas. Tu radotes. Mais c'est pas je radote. Bon. Bah, du coup, je suis toujours passé sur un M1. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Surtout le truc... Enfin,
à la dernière, deux dernières vagues de chaleur. L'avant-dernière, j'avais le MacBook Pro 13 pouces Intel qui chauffait comme un âne. Ça se dit pas du tout comme expression. Qui chauffait comme insérer ici une métaphore correspondante. Et du coup, il soufflait comme un bœuf, le pauvre. Et c'était terrible à utiliser parce que même taper au clavier te brûlait les doigts, quoi. Et là, la dernière vague de chaleur, un calme olympien, une fraîcheur reposante. Non, c'était merveilleux, merveilleux. Donc je vois comment je pourrais être client de cette machine. Mais non. Et alors, puisqu'il y a eu un keynote et qu'ils ont annoncé de nouveaux AirPods, j'ai écrit un article qui a été très mal reçu par les lecteurs et je les emmerde. Et là, pour le coup, je suis incroyablement sérieux parce qu'ils ont tort. Mais où je redisais ce que j'ai déjà écrit sur les AirPods, qui est que c'est le talon d'Achille dans la démarche environnementale d'Apple. C'est vrai. Et qu'en plus, je crois que le titre c'était une mise à jour mezza voce ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment, c'est une mise à jour de pacotille. En fait, ils n'ont pas mis à jour les AirPods, ils ont juste changé le boîtier. Et où j'ai aucun doute que ce seront d'excellents écouteurs, parce que ce sont d'excellents écouteurs. Et d'ailleurs, c'est très marrant dans le keynote, parce qu'ils se vantent du bilan carbone de leurs produits. Ils expliquent que leurs produits sont conçus pour être les meilleurs sur le plan environnemental, sauf quand ils parlent des AirPods. Et quand ils parlent des AirPods, c'est juste pour dire ils sont recyclables. Donc ce sont des déchets. Mais donc, c'est un bon point. J'ai écrit un article sur le sujet. Je me suis rappelé que j'avais une paire d'AirPods en panne, d'AirPods Pro en panne, et je me suis dit, tiens, je vais quand même les envoyer chez Apple. Ils sont partis jeudi, ils sont arrivés vendredi. Lundi, j'ai reçu un mail à 2h05. On a reçu vos AirPods. À 2h12, on a réparé vos AirPods. Je les ai reçus le lendemain matin. Waouh. Et donc, ils ont gratuitement échangé mes AirPods puisque ils étaient sujets du rappel là, avec ces effets de sifflement et de chuintement, enfin la série d'AirPods qui a mal été foutue, quoi. Ouais. Et donc, j'ai des AirPods Pro tout neufs, mais pas les nouveaux. Ouais, c'est intéressant ça. Je redécouvre l'audio spatial. Des fonctions d'ailleurs qu'ils ont présentées comme nouvelles, hein, par exemple la spatialisation sonore personnalisée, qui en fait fonctionne avec les anciens AirPods, les désormais anciens AirPods. Tu utilises vraiment ça le truc spatial, toi? En ce moment, oui, mais parce que j'écris le livre et qu'il faut que je sache de quoi je parle. Mais, ça répond à ma question. Ça répond à ma question. Tu peux t'arrêter là. Tout à l'heure, j'ai dit à un collègue que je redécouvrais l'audio spatial, et en fait, c'est un mensonge. Je découvre l'audio spatial. Ah mais ouais, ça, on fait m'amuse une seconde avec, mais j'ai du mal à voir que... Enfin, outre l'effet... Enfin, outre l'utilité pour la réalité augmentée, bien sûr, je vois pas de futur là-dedans dans la musique. Mais peut-être que je me trompe. On l'a déjà dit, mais oui, dans la réalité augmentée, comme tu dis, c'est évident. Dans la musique, je sais pas. Il y a des morceaux, je suis toujours époustouflé par les remasterings qu'ils ont fait de certains albums des Beatles, par exemple. Ouais. Où t'as presque l'impression que la batterie, quand il y a un pan de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche, t'as presque l'impression qu'elle fait le tour derrière ta tête. D'accord. Ce qui est quand même assez impressionnant. Mais oui, parfois t'as juste l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris le curseur d'écho, enfin de reverb, quoi, et qui l'a monté, et que du coup, il y a plus d'air, mais c'est pas vraiment spécialisé, quoi. Ouais. On en est qu'au début. Oui, c'est ça balbutie un petit peu. Du coup, je réserve un peu mon jugement. Tu vois l'idée ? Je vois très bien l'idée. Ce qui m'ennuie beaucoup dans le keynote d'Apple, c'est que la jambe de Tim Cook n'a jamais été citée comme un personnage à part entière, alors qu'elle l'est. Parce que Dieu sait qu'il rebondit sur toutes les 5 secondes, ce monsieur. Et une fois que tu l'as vu, je pense que tu peux pas voir autre chose que ça. Vu que tu m'y invites, fort sympathiquement, je vais donner mon avis sur le keynote. Ouh. Attention, je suis très professionnel de pas du tout là-dedans, donc ça va être extrêmement lacunaire. Du coup, globalement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que le rythme était quand même un peu pépère. J'ai pas trouvé que c'était un keynote genre... Il y a eu 2-3 keynotes filmés de cette manière qui étaient assez... très rythmés, Celui-là était un peu tranquille. J'ai trouvé. Ouais, c'est le premier keynote vidéo où je publie la une bien après la fin du keynote parce que j'ai eu du mal à suivre. Mais... Ah ouais? Mais c'est pour ça que je demande ton avis. Ah, c'est intéressant ça. Ok. J'ai trouvé aussi que les présentateurs en général étaient un peu morts à l'intérieur.
Genre... Ce sont les meilleurs écouteurs La pauvre. intra-auriculaires C'est surtout elle, en fait. Enfin, je pense de la planète. C'est surtout elle à qui je pense. Ouais, c'était vraiment... Enfin, elle était vraiment téléguidée, la pauvre. En fait, c'était pas ouf. Ça se voit qu'elle était pas très à l'aise, quoi. Bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec Joz et ses chemises, là, franchement, faites quelque chose. Hein. Je comprends qu'il faut parler des saturations, si tu veux, de l'appareil que l'appareil photo voit plus de lumière et tout, mais quand même, là, non. Je crois qu'on n'a pas vu Eddie Q depuis qu'ils font les keynotes en vidéo, non? Je crois... Non, on l'a vu une fois. Il me semble pour l'iPhone 13, mais peut-être que je dis une connerie. Mais parce que j'ai l'impression que Joz, en fait, a repris le rôle d'Eddie Q dans « J'ai des chemises hawaïennes en dehors de mon jean et je vous emmerde ». C'est tellement je vous emmerde. Autant dans Tim Cook et comment il s'appelle l'autre, le grand maigre Jeff Williams. Merci. Autant chez Tim Cook et Jeff Williams, naturellement. Qui avait un magnifique kawaii. Qui avait un très joli kawaii, qui aurait pas du tout fait de tache sur les côtes bretonnes. Yes. Vraiment très, très élégant. Ouais. Un ciré du plus bel effet. Il y a une certaine retenue dans le fait d'être blanc. Autant chez Joz, c'est pas du tout ça, effectivement. Tu sens une certaine truculence. Bon. Oui, mais c'est parce que c'est un marketeur, c'est un mec de ton engeance. À la fin. En fait, je revois Schiller. En fait. Je revois Phil Schiller de ouf. Pour moi, c'est le successeur en droite ligne. Ouais. Ouais. Mais en plus... Il a eu des mauvaises phrases, Schiller. Enfin, le truc, ça demande du courage, ou on peut plus innover mon cul, tu vois, ça c'était des vraies erreurs de communication. Joz, tu sens qu'il est un peu plus affûté là-dessus. Mais oui, il y a un côté vendeur de tapis chez Joz, évidemment. Ouais. Il est moins foutraque, mais quand même, ça reste la même vengeance, effectivement. Ouais. J'ai trouvé le début, en fait... Enfin, ce qui me fait dire que le rythme était un peu chelou, c'est que le début du keynote était... il y a eu beaucoup de temps consacré à l'Apple Watch. 40 minutes. Notamment, 40 minutes, c'est très long. Incroyable. Notamment sur le suivi avec les thermomètres, le suivi de l'ovulation, en fait, qui n'est pas vraiment un suivi de l'ovulation, mais un peu quand même. J'ai trouvé que c'était... Mettre en scène, autant mettre en scène un docteur et parler de la santé féminine, c'est vraiment chouette, mais la manière dont c'était dit, c'était avec tellement de pincettes que tu savais pas trop s'il y avait une information ou pas dedans. Ouais. Et c'est ça qui m'a un peu étonné et qui est, je pense, qui m'a influencé en termes de perception du rythme sur le reste du keynote. Ce que je trouve fascinant, c'est la réponse des mecs qui est non mais il y a des capteurs de température, mais en fait c'est juste pour les gonzesses. Tu fais donc d'abord non connard. si t'écoutais, t'aurais compris que non. C'est un peu rigolo en vrai. mais totalement. Mais je trouve putain, enfin, quoi, on est capable de régler un vrai problème qui est ressenti par la moitié de l'humanité, avec des vraies fonctions. Et puis surtout, la plupart des fabricants de montres connectées, quand ils veulent faire une montre connectée pour les femmes, c'est regardez, on a fait de l'or rose et on a fait un cadran avec des fleurs. Et là, non, c'est de la tech. Bordel, il y a des capteurs, les gonzesses. Et ils sont pour vous, quoi. Et tu fais, chouette, de la vraie tech. On fait vraiment les choses avec... On a un problème, on identifie le problème. Enfin, ou une réalité, parce que je suis pas sûr que ce soit un problème, d'ailleurs, d'avoir envie de faire des enfants. Oui, on peut dire réalité plutôt, effectivement. On a identifié un cas d'usage, on met de la technologie en face, on la package avec du logiciel, avec du service, et un jour ou l'autre, d'ailleurs, ils finiront par le vendre, ce service. Santé Plus, Health Plus, vous l'avez entendu ici, en premier. Et paf, on te le market. Limite, c'est bien fait, quoi. Je trouve ça sympa, quoi. Mais par contre, oui, le côté c'est bizarre dans la pub, d'ailleurs, parce que la montre... donc, c'est une femme qui dort, parce qu'en fait, la température basale, il la calcule uniquement la nuit. Et donc, elle est réveillée par son Apple Watch. Oui, il peut se rendort après, la pauvre. Tu sais, genre, il est temps. C'est ça. Okay. Non, surtout, elle est réveillée par son Apple Watch qui lui dit « T'as ovulé il y a 3 jours. » Ouais, c'est vrai que c'est ça, en plus. C'est un peu chelou, quoi. Ça, c'est quand même...
Et je comprends pourquoi ils le font légalement, et enfin ils vont se laisser le temps de collecter des datas et tout ça, mais c'est quand même... Ça va venir. C'est juste qu'effectivement, ils sont très prudents au début. Ils n'ont jamais été connus pour brûler des étapes, on va dire, surtout sur la santé. Ouais, mais enfin sur le sommeil par exemple, c'est long quoi. Il leur a fallu des années pour afficher les phases de sommeil. Tellement. Alors certes, c'est les meilleurs pour avoir testé des dizaines de produits. J'ai jamais vu un produit qui faisait correctement les phases de sommeil, sauf l'Apple Watch. Bon à savoir. Et notamment, il n'y a pas de sommeil profond en fin de nuit sur l'Apple Watch, donc, ce qui est la réalité. Donc là-dessus, ils sont impecs. Mais il n'y a rien sur l'apnée du sommeil, alors que d'autres le font très bien, dont des entreprises pour lesquelles tu as travaillé. Cocorico. Et rien sur on croise avec une éventuelle dégradation du rythme cardiaque, une éventuelle dégradation du niveau de stress, puisque ça, ils pourraient très bien le faire avec les capteurs qu'ils ont dans l'Apple Watch, c'est juste qu'ils les ont pas activés. C'est vrai. Enfin, il y a des choses, je sais pas si c'est on n'a pas les autorisations médicales, ou on n'a pas envie de les avoir, on n'a pas envie de prendre... Je sais pas ce qui les retient, mais oui, c'est bizarre. Ouais, très bon point. Est-ce que t'es client de l'Apple Watch Ultra, qui au contraire est une Apple Watch de mecs, pour les mecs, barbus, qui veulent courir dans la forêt? Ce que j'ai aimé avec elle, c'est l'écran plat. C'est tout. Mais non, ça et le orange est un peu joli. Mais j'ai trouvé un peu... Elle fait plus envie que l'édition à 11 000 €. Enfin, genre, bon, évidemment, il y a l'étiquette de prix qui... Parce que t'as toujours pas d'Apple Watch, toi. Non, j'ai eu la série 0 et c'est tout. Et c'est rigolo d'ailleurs que j'ai lu ça chez MacG, je sais pas si tu connais, que la série 8, l'Ultra et la SE, est le même socket, enfin système on, je sais pas comment on dit, enfin le même processeur on va dire. Elles ont le même processeur dans le package, dans le pop. Ouais, le S8. Et c'est le même processeur depuis des années, quoi. Ça c'est fou ça, parce que la première était tellement lente. Genre, elle était déjà vieille avant même d'être née, quoi. Et là, on arrive sur un truc beaucoup plus mature. C'est très intéressant. Et ce qui est fou, d'ailleurs, parce que c'est pareil avec l'iPhone, où ils ont relativement peu avancé. Donc, les iPhone 14 ont la même puce que l'an dernier, le A15. Alors, la version du Pro avec le cœur graphique en plus, mais c'est une puce de l'an dernier. La 16 est pas vraiment plus puissant, et a priori, ils n'utilisent pas la nouvelle architecture. En fait, ça fait des années qu'il y a les mêmes cœurs dans tous les processeurs d'Apple, et là, cette année, avec la M2, la puce M2, on a une nouvelle archi, et a priori, tous ces appareils, là, l'ont pas. Donc, il y a vraiment un côté... Enfin, c'est un problème de riche, quoi. C'est genre, on a les puces les plus puissantes de la planète, on a 15 générations d'avance sur n'importe qui, on a une nouvelle archi, mais enfin, on va la garder pour les Mac pour le moment, et on verra plus tard pour le reste, hein. Oui, parce qu'il faut rentabiliser tout ça quand même, faut pas déconner. Incroyable, quoi. Incroyable. Ils sont très très forts. Très très forts. Non, je disais du mal de Frédéric Grégui aux derniers épisodes, mais l'harmonie entre logiciel et matériel est quand même... Ouais. C'est un art chez eux, quoi. L'île dynamique, bordel. Quel triomphe. Pas le nom. Mais quel putain de triomphe. Mais moi, j'aime bien le nom. Oui, et Nicolas, pour le citer, mon collègue Nicolas Furneaux a eu cette merveilleuse idée. Il y a un concept qui a circulé pour l'appliquer à l'iPad. Et il parlait d'archipel dynamique. C'est merveilleux. Et l'encoche, c'est la presqu'île dynamique. Bordel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, je trouve ça vraiment très joli. Et en vrai, c'est le design d'Apple dans ce qu'elle fait de mieux. C'est pas de problème. Pour moi, c'était triomphe. C'était un des hauts faits de ce keynote, c'était ça. C'était l'île, quoi. Comment tu transformes radicalement quelque chose qui était pourtant décrié partout, alors que il y avait pas de raison de décrire ça, je veux dire. Hein. Mais chacun était genre oh là là là. Et ce qui était un obstacle devient une force, quoi. C'est fantastique. Fantastique. À Hive, qui avait ce côté, il faut être honnête. On parlait de Rams il y a 15 jours. Il faut être honnête. Le good design is early. Le bon design est honnête. Et il disait, il faut... Et donc avec l'encoche, quelque part, c'était très honnête. C'est on ne peut pas faire autrement, donc on vous montre l'encoche, quoi. On n'essaie pas de la cacher. Oui. Mais là, c'est encore mieux. Parce qu'on a un défaut, c'est-à-dire il y a 2 trous dans l'écran. Ils ont passé un capteur sous l'écran, mais les caméras, il faut bien qu'elles voient, donc elles ne sont pas sous l'écran. Donc il y a 2 trous. Entre les deux, ils éteignent les pixels de l'écran OLED. Et quelque part, non seulement on a un défaut, mais en plus, on te le montre. Et presque on attire l'attention dessus, quoi. C'est-à-dire, on te fait interagir tous les jours avec un défaut, quoi. Au lieu de le cacher. C'est génial. C'est ça. C'est absolument génial. Et au point que
Enfin, c'est un défaut sur lequel tu as envie de te taper et oui. ça devient plus grand et tu es content quand ça s'agrandit limite parce que tu vois plus d'informations. Enfin, c'est génial, c'est génial. Et ce que je trouve fou, et c'est là où tu vois que ça marche, il a fallu 48 heures à certains de mes collègues pour comprendre comment ça marchait. Et pour comprendre où était la frontière entre le logiciel et le matériel. Combien il y a de trous, où est-ce que sont les trous. Et là, Génial. tu fais oui, c'est bon. Ils ont réussi leur truc. C'est brillant. Brillant. Et en plus, et c'est là où tu vois qu'ils sont malins avec le soft, c'est que les trucs qui prendront en charge l'île dynamique, c'est des trucs qui prendront en charge les app intents. Ces applications, les applications qui prendront en charge les app intents. Une application, elle a une très très bonne raison de prendre en charge les app intents, c'est que si elle prend pas en charge les app intents, elle peut pas projeter certaines informations dans les widgets, elle peut pas projeter certaines informations sur l'écran d'accueil, elle peut pas projeter des informations en temps réel sur l'écran d'accueil, qui maintenant est toujours allumé en plus. Donc si t'es n'importe qui, comme développeur, et que tu veux pouvoir prendre de la place sur l'écran d'accueil, t'es obligé de prendre en charge cette techno, et donc c'est gratuit de prendre en charge le dynamique. C'est ce qu'Apple sait faire de mieux, ce côté rouleau compresseur, pour reprendre ton expression, et on y va, quoi. Et c'est merveilleux, parce que les app intents, on en parle depuis juin, quoi. Ouais, et là c'est tellement concret, enfin d'un seul coup c'est hyper concret. Et ouais, c'est superbe. Ouais. Et personne l'avait vu venir, alors que l'écran toujours allumé. Personne. Alors que l'écran toujours allumé, c'était évident. Ça allait venir d'un jour ou l'autre, mais oui, c'est vrai. Non, que puis là, c'était vu le nouvel écran d'accueil et comment il réagit en mode repos, c'était évident. Mais ça, personne l'avait vu venir. C'est superbe. Incroyable. Je réponds juste à ta question sur l'Apple Watch un peu tard, oui. mais... Pardon. Oui, je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que la Ultra, c'est parce que c'est enfin quelque chose de nouveau sur le design aussi. Mais est-ce que t'es client pour autant ? Non, parce qu'elle est trop chère. Mais... D'ailleurs, tout est trop cher cette année. Ça, c'est affreux, par contre. Mais... Genre plus cher que trop cher. Putain. Ils sont forts, hein. Ils mettent même plus le vrai prix, ils mettent le prix de la mensualité chez Alma. Ouais, c'est... Ouais. Et on faisait le calcul avec certains des collègues, mais genre, t'achètes un iPhone, une Apple Watch et Apple One, plus ton forfait, tu payes 100 € par mois pour avoir l'insigne droit d'utiliser des produits Apple. C'est redoutable. Oh, vache. Mais qu'est-ce qui te manque ? Enfin, pourquoi tu n'utilises pas d'Apple Watch ? Je crois pas t'avoir déjà posé la question. C'est une très bonne question et je suis en train de l'avoir posée. Je crois que ce qui me bloque, c'est la dépendance. J'aimerais bien avoir une montre que je peux enlever quand je veux. Ouais. Le problème de l'Apple Watch, c'est que si je l'ai pas pendant un jour, 2 jours, une semaine, bah mon suivi en pâtit, quoi. Ouais, et ça m'ennuie. d'accord. Ça veut peut-être dire de manière assez dangereuse que je suis prêt pour quelque chose qui se met dans mon corps, tu vois. mais c'est pas... Ouais. Je sais qu'un jour je vais en prendre une, tu vois, c'est sûr, mais peut-être celle-là, peut-être la prochaine, peu importe. Mais... Non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est le dernier truc que je mets avant de partir et le premier truc que je retire en arrivant à l'Apple Watch. Et où je m'en fiche complètement des Strix dans l'activité. Ouais. Mais où je vois le côté. Et toutes les notifications sont coupées. Donc c'est vraiment un bête tracker d'activité pour moi, l'Apple Watch. Et j'allais dire tracteur, et oui, en plus. C'est pas mal, d'accord. Ouais. Pour moi, c'est plutôt rythme tracteur. C'est ça, j'étais tenté par la Withings, mais bon, faudrait qu'elle marche pour ça, donc c'est... donc c'est... Non, c'est valide. Ouais, je sais que c'est valide, je sais très bien. Ouais. Quel dommage, quand même. Pop. Anywho. Du coup, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cet event, à part l'île dynamique, qui est... non seulement sur le nom, mais aussi sur la fonction, une pure réussite géniale. C'est tellement agréable de pouvoir dire du bien. C'est vrai, non? C'est vrai. Sans retenue, quoi. Sans cynisme. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est vachement bien. J'ai lisé un peu les récaps différents de différentes personnes, parce que j'aime bien penser par moi-même, mais avec quand même d'autres personnes qui m'aident. Et j'ai lu ce que disait Snell, notamment, sur le keynote, et à quel point on peut sous-estimer certaines décisions d'Apple qui façonnent le futur. Ouais. Et je pense que dans ce keynote, il y avait pas mal de ça. C'est-à-dire que le fait qu'ils insistent sur la charge MagSafe par le galet de l'Apple Watch pour les AirPods, par exemple. Donc tout de suite, tu penses à l'USB-C sur l'iPhone et à quels moyens de charge ils mettent en avant sur leur gamme de produits. Il y a plutôt que l'USB-C, visiblement. Sur l'île, justement, dynamique, et
son évolution, enfin son rayonnement évident sur tout le reste de la gamme Apple, quoi, sur les Mac, sur peu importe, voilà, tout ça. Sur l'Apple Watch aussi, cette nouvelle catégorie qu'ils inaugurent, je pense, c'est là pour rester. Parce que clairement, c'est Garmin, c'est la mort de Garmin, quoi. En tout cas, c'est une. Et où d'ailleurs, c'est drôle. En même temps qu'il y a l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch, l'édition Nike, disparaît. Oui. Alors que la version Hermès reste. Ça dit quelque chose aussi. Hein. C'est le sport, maintenant, c'est l'Apple Watch Ultra. Très juste, ouais. Ouais. Et enfin voilà, donc il y a toutes ces petites briques qui se mettent en place. Ouais. Et qui, à mon avis, façonnent le 2023. À grands coups, t'as l'évolution de 2023, quoi. Mais c'est ce qui est toujours très drôle. C'est pour ça que j'aime bien faire ces petits billets là que je fais là le jour d'après. Et puis c'est évidemment pour ça que c'est drôle. C'est toujours moi qui m'occupe de la une récap après sur MacG après les keynotes. Et où j'aime beaucoup revenir en arrière dessus parce que tu vois comment ça se met en place de manière un peu... c'est presque du Lego, quoi. Et c'est ce que je trouve... c'est pour ça que j'aime si peu les rumeurs, parce qu'en fait, les rumeurs, elles tirent des plans sur la comète, alors qu'il suffit d'écouter Apple parler. C'est pas très compliqué de savoir ce qu'ils vont faire, il suffit de les écouter attentivement. Ah ouais, ils disent tout. Enfin, il y a certains détails, évidemment, qui nous échappent, mais ils nous disent tout sur leur stratégie, c'est très clair, en fait. Bah, c'est clair comme de l'eau de roche. Et moi, la transformation que je trouve impressionnante dans les 3-4 dernières années, c'est que enfin ils sont capables de penser à l'échelle de l'écosystème tout entier. L'exemple que tu prenais des AirPods qui se recherchent sur le galet de l'Apple Watch, on a non seulement notre techno propriétaire, mais le Qi. Ouais, enfin. Enfin, ça y est. On a toute l'informatique vestimentaire qui peut se recharger de la même manière et qui se connecte de la même manière. Tu vois. Et attention, c'est intéressant ça. Faut réfléchir à ça. Faut le garder dans un coin de la tête pour la suite. Oui. Ça dit des choses. Enfin... C'est jamais neutre. Jamais. Et de toute façon, ce qu'on disait il y a pour le coup un certain temps, peut-être le dernier keynote d'ailleurs, je sais plus, mais tout ce qui est la gamme Pro infuse ensuite dans les autres gammes. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que sur l'iPhone 14 Pro, à part l'île dynamique et bon, évidemment les appareils photo qui de toute façon sont toujours meilleurs chaque année et vont toujours après être sur les gammes pas pro, la vraie nouveauté c'est cette île dynamique et c'est enfin un nouveau design pour l'iPhone dans un sens. C'est ça qui est drôle. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a une vraie scission dans la gamme, et de la même manière que l'iPad Pro avait inauguré Face ID, et donc il y avait une vraie différence d'interaction. Ouais. Un iPad soit avec le même OS, c'était pas tout à fait la même chose. Un iPad pas Pro et un iPad Pro, là c'est pareil. Un iPhone pas Pro et un iPhone Pro, qui pourtant utilisent le même OS, ont pas les mêmes modes d'interaction. La dernière fois que ça s'est passé, c'était avec l'iPhone 10. Et je la trouve intéressante cette scission. Elle dit des choses aussi sur... quelque part la nécessité de... Je sais pas si c'est complexifier l'iPhone, mais c'est reconnaître que l'iPhone c'est le PC, l'ordinateur personnel principal de tout un tas d'utilisateurs. Et d'ailleurs tu le vois avec la disparition du mini et son remplacement par l'iPhone 14 Plus, et où vraiment, enfin, si t'as plus d'écran parce que tu fais plus de choses sur un iPhone, donc t'as besoin de plus de place. Et donc quelque part, petit iPhone deviendra grand, quoi. Et là il a besoin d'être grand, et il a besoin d'être compliqué, il a besoin d'être pro. Ouais, tout à fait. Je sais pas ce que ça va donner dans les années qui viennent, parce qu'avec l'iPad, on voit qu'ils ont quand même pris leur temps pour vraiment faire des trucs vraiment différents avec l'iPad Pro, mais qui se donne cette liberté de faire deux iPhones différents, ça peut devenir très rapidement, très compliqué, mais très rapidement très important. Est-ce que tu as peur? En général ou... Après ce keynote, est-ce que tu es plus angoissé après ce keynote qu'avant ce keynote? Pour mon compte en banque, oui. Encore une question, j'avais bien prévu toutes les réponses sauf celle-ci. C'est le bonheur de l'interaction humaine. Est-ce que tu as remarqué que la Californie a peur dans ce keynote? Ah oui, non, j'ai remarqué un truc effectivement. Non, c'est alors oui, alors c'est une très oui, oh là là, oui, ok. Alors. Il s'est réveillé, mesdames et messieurs. Alors, en plus, je voulais en parler et j'ai oublié d'en parler. Merci beaucoup de me rappeler et de me relancer là-dessus. Je crois que c'est extrêmement angoissant.
Mhm. Je crois que c'est excessivement angoissant et que ceux qui ne sont pas angoissés après ce qu'ils notent ne voient pas la réalité en face. Et je vais le dire tout de suite, je vais dire tout de suite pourquoi. Parce que les fonctions de crash detection, les fonctions de... quelle était l'autre fonction déjà? C'était le... Satellite. Merci, le satellite. Très clairement, vont arriver dans ton corps un jour ou l'autre. Très clairement. Et qu'Apple soit... T'es encore pire que moi. Non, 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 mais je veux dire... En fait, quelques jours avant... Comme quoi, il n'y a pas de hasard, Anthony, il n'y a pas de hasard. Quelques jours avant, je me suis renseigné par sérendipité sur des trucs complotistes. Je me suis renseigné sur René Guénon, qui était un auteur du 19, 20e, qui a écrit beaucoup, qui était très occultiste et tout, bon, un mec très compliqué, et qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Le règne de la quantité et les signes des temps. Je pense que juste le règne de la quantité t'intéresse comme titre. Je me trompe peut-être pas en disant ça. Mais il y a une citation intéressante que je vais lire in extenso parce qu'on a que ça à foutre. Et le mec ose dire qu'il lit pas quand même. Hein. Non mais c'est des fragments. Bon, ok. Le faux est forcément aussi l'artificiel entre guillemets. Et à cet égard, la, entre guillemets, contre-tradition ne pourra pas manquer d'avoir encore malgré tout ce caractère, entre guillemets, mécanique, qui est celui de toutes les productions du monde moderne, dont elle sera la dernière. Plus exactement encore, c'est là que c'est intéressant, il y aura en elle quelque chose de comparable à l'automatisme de ces cadavres psychiques dont nous avons parlé précédemment, qui ne sera d'ailleurs comme eux faite que de résidus animés artificiellement momentanément, ce qui explique encore qu'il ne puisse y avoir là rien de durable. Cet amas de résidus galvanisés, si l'on peut dire par une volonté infernal, puisque c'est le vocabulaire du livre, est bien assurément ce qui donne l'idée la plus nette de quelque chose qui est arrivé aux confins même de la dissolution. En très synthétisé, l'époque est au quantifiable, à la mécanique, à la machine, et incessamment sous peu, enfin forcément à terme, elle arrivera à cette fusion entre la mécanique et l'humanité, et à la rétrogradation de l'humanité dans cette espèce de mécanique zombie, quoi. Alors, c'est intéressant parce que c'est vieux comme bouquin. Je sais pas la date exacte, mais je crois que c'est fin 19e. Je vérifie tout de suite. Ah non, mi-20e, 1945. Mais pareil, le timing est très intéressant, juste après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est quand même fascinant. Et je trouve intéressant qu'il ait prévu cette espèce de futur apocalyptique. Et que juste après, le keynote arrive et dise « Ah, en fait, l'iPhone vous sauvera la vie, votre Apple Watch vous sauvera la vie, et des choses plus près de votre corps vous sauveront la vie. » Et donc, pour regarder votre vie, utilisez Apple, et pour regarder votre vie, faites-vous implanter le... Donc ça, oui. Apple Ange Gardien, jusqu'à un certain point, ok, mais là, ça devient beaucoup. Alors, je le voyais de manière moins poussée que toi, mais peut-être plus cynique encore. Qui est Tim Cook qui vend des services, et le seul chiffre qui intéresse Tim Cook, c'est la RPU, donc le revenu par utilisateur, et où quelque part c'est pas grave que l'iPhone soit 3 fois plus cher qu'avant, c'est parce qu'il te vend du service, quoi. Et ce que je trouve drôle avec cette espèce de marketing de la peur, il y avait le salaire de la peur, il y a aussi le marketing de la peur. C'est à quel point il est complet, c'est une approche totalitaire quelque part. Ça commence de manière toute simple par la peur de casser ton téléphone. Et donc tu payes Apple Care. La deuxième activité d'Apple, c'est l'assurance. Hein. C'est un putain de vendeur d'assurance, Apple, à la fin. C'est très très vrai. Ouais. Et puis, ça monte un palier pour la peur pour la sécurité de tes données. D'ailleurs, une des nouveautés d'iOS, c'est le mode isolement qui rend ton iPhone résistant aux Chinois du FBI. Et je suis sûr qu'il y a des gens un peu parano qui vont l'activer. C'est certain. Mais tout leur discours sur la vie privée, sur la confidentialité, sur le côté très angoissant de la vie numérique, et regardez, nous, on vous protège contre ça. Et puis, il y a ensuite encore une autre échelle, qui est la santé. On en a beaucoup parlé avec l'Apple Watch. J'ai peur. Moi, je trouve drôle que dans chaque pub de l'Apple Watch, ils montrent quelqu'un se faire un ECG dehors, parce que, évidemment, tout le monde, entre midi et 2, fait un ECG, une piste.
Ils doivent le rappeler à chaque pub, cela dit, parce que tout le monde l'oublie, hein, entre parenthèses. Tout cela n'a aucun sens, mais les gens deviennent flippés de leur rythme cardiaque et du nombre de pas et de leur poids et tout ça. Et puis t'as le dernier... Et ils ont raison, puisqu'il y a les Dear Apple, tu vois, toutes ces séries de pubs qui sont genre cher Tim Cook, incroyable, pas quoi. sauver la vie. Le spécial event sourd sur une gamine qui sort d'un crash d'avion, quoi. C'est... Enfin... Horrible. J'ai trouvé cette vidéo, pour le coup, assez dure. Autant celle d'avant était plus positive, celle-là était un peu glauque. Ouais. Et puis t'as l'étage d'au-dessus qui est vraiment une peur vitale, quoi, qui est qu'est-ce qui se passe si je me crache en bagnole, et surtout qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de réseau cellulaire. Et moi, évidemment, ça me fait penser à cette espèce d'angoisse existentielle que les Californiens vivent. Ils vivent très littéralement la fin du monde. Le jour du keynote, il faisait plus de 40 degrés en Californie, et il y avait des incendies à même pas 100 bornes du CGF Theater, quoi. Les 7 fléaux s'abattent sur Cupertino, quoi. Et donc t'as toute cette gradation de la peur, et ils te vendent pour chaque peur, quelque part, ils ont un service à te mettre en face. Jusqu'à la communication satellitaire, ils ont quand même acheté 85% de la capacité de Global Star, c'est-à-dire qu'ils se sont privatisés un réseau de satellites Apple, quand même. Ouais, c'est... Et j'étais pas allé jusqu'à ce que tu disais sur l'informatique vestimentaire, et puis l'étape d'après, qui est, je sais pas, comment on peut appeler ça, l'informatique biologique, ou un truc comme ça. Mais tu te dis, si on reste sur cette rhétorique-là, mes réserves sur l'informatique vestimentaire, ce sera plus seulement des réserves, quoi. Ce sera un rejet clair, net et évident, parce que quand tu touches... On parlait tout à l'heure de Weezings, où on évoquait Weezings, c'est le problème que j'ai avec le rebranding de Weezings, où le logo est plus courbe, le logo il est super droit, et les produits sont devenus super froids, tout le marketing est devenu très bleu, on voit des rayons X, des machins trucs mûches, c'est devenu un truc très technique, et un truc qui fait limite peur, quoi. Ouais. Or, à la fin, on parle de ta santé, on parle de trucs qui touchent ta peau. Moi, j'ai envie qu'on me parle de laine, qu'on me parle de trucs chauds, de doudou, mais pas de... Avec de la musique lofi. Oui, exactement. J'ai pas envie qu'on me dise « je vais mourir ». Oui, tu remarqueras d'ailleurs que pour Apple, un utilisateur qui meurt n'est pas rentable. Mais... C'est peut-être pour ça qu'il... Et c'est... Pour l'instant. Et c'est la fin de mon développement cynique, qui est que, évidemment, qu'ils veulent te garder en vie, parce que 10 balles... Encore une fois, 100 balles par mois. Non, mais le jour viendra avec les Apple Clinic. Enfin, c'est sûr. Je veux dire, là, la fonction crash detection pourrait très bien être intégrée à leur futur truc de voiture, peu importe ce que c'est, quelle la forme que ça prend. Oui, tu sens qu'ils ont bossé sur des bagnoles quand même. Hein. Oui, tu sens un peu le truc quand même. Genre les heures d'écoute de crash et tout, c'est que... ouais. C'était pour un Apple Watch, bien sûr. Oui. Et... Mais ouais, ce n'est pas très engageant sur la suite. Enfin, et effectivement, tu as identifié quelque chose que j'avais pas vu et qui est... je pense que tu as tout à fait raison, c'est très cynique. Et à l'enregistrement d'un podcast hier où j'étais, qui s'appelait Après la pluie, sur un épisode sur le burn-out et tout ça, Marie Peset, la personne qui intervenait, parlait du management par la peur qui est enseigné en France, qui est d'ailleurs spécifique à la France dans toute l'Europe. On enseigne ces méthodes de management en disant aux gens qu'ils sont courageux d'appliquer ces méthodes, et en fait qui sont de mettre des objectifs inatteignables aux gens, leur mettre la pression au retour de vacances pour qu'ils soient un peu plus motivés, ce genre de choses, quoi. La manière de présenter le marketing, d'utiliser ce genre de levier dans le marketing pour Apple, et avec la peur de la mort, de la souffrance, tout ça, est quand même extrêmement malsaine, et c'est pas très humain, quoi. Mais le truc qui m'inquiète, c'est que ça marche.